Bonjour à vous toutes et tous et bienvenue à votre deuxième conférence sur la gestion de votre temps et de vos priorités comme proche aidant. Dans un premier temps, nous recevons Mme Madeleine Fortier qui nous parlera des différents rôles que vous aviez à jouer comme proche aidant et de la meilleure manière de concilier ces différents rôles sans vous épuiser. Dans un deuxième temps, nous recevons Mme Isabelle Hardy du Centre Soutien Entre-Aidants qui nous parlera de l'importance de diversifier les rôles et les responsabilités comme proche aidant et aussi comment oser demander du soutien. Alors, bonne conférence à tous. Malheureusement, Mme Fortier a refusé que sa partie soit enregistrée. Toutefois, nous allons vous présenter quelques diapositives, entre autres la grille dans un hour, qui vous permettra là, de mieux gérer vos différents rôles sans vous épuiser. Merci et bon visionnement à tous. Alors, alors, on est plus généraliste. Nous, on est centré sur le rôle d'aidant. Je m'excuse, il y a comme quelque chose. Je vois pas ce qui est écrit. OK. C'est trop loin, je voyais pas bien. Alors, on a différents services là, pour les proches aidants. Donc, des services en individuel puis des services aussi de groupe. On a service d'écoute, de référence, d'intervention psychosociale. On peut aider dans les démarches et tout ça. On offre des formations puis des groupes de soutien mensuels. On a des conférences à l'interne et aussi à l'externe. Puis, on a différentes publications, là, dont le carnet de ressources que je vais parler tantôt, qui sont sur notre site Internet. Alors, le portrait psychologique de l'aidant, c'est souvent un aidant a de la difficulté à poser ses limites, a de la difficulté à déléguer. Souvent, il va avoir un sentiment de culpabilité qui va être accru et aussi un risque élevé d'épuisement, comme Madeleine le disait aussi tantôt. Alors, avant de vous parler principalement du contrat d'entente familiale et sociale pour lequel l'outil pour lequel j'ai été invitée au départ, je vais parler aussi assez sommairement parce que le temps est court, mais un peu des types de ressources, des besoins que le proche aidant peut avoir et aussi des demandes. Parce que souvent, on va dire déléguer, mais déléguer, ça suppose souvent de faire une demande. Alors, devenir proche aidant, c'est rarement un rôle qu'on choisit consciemment. C'est rarement un choix éclairé nécessairement dans un cadre qui est bien défini, qui a une durée déterminée. Hein? Souvent, ça arrive, le rôle d'aidant, il n'y a pas de mode d'emploi. Hein, comment être un aidant, ni une définition des limites et aussi des responsabilités de chacun. Ok, c'est pas quelque chose comme voici ce à quoi vous vous engagez puis signez ici. Hein, ça ne marche pas comme ça. Souvent, on devient aidant sans trop s'en rendre compte. Hein, ça peut être rapidement suite, par exemple, un ACV ou encore ça peut être au fil du temps, en évolution avec la perte d'autonomie de l'aidé, par exemple, avec une maladie dégénérative. Alors, le vieillissement aussi, la perte d'autonomie diminue et le rôle d'aidant peut augmenter à ce moment-là. Donc, on ne sait jamais aussi si on s'engage pour un sprint ou si on s'engage pour un marathon. OK? Donc, il y a toujours une question de gestion d'énergie. Hein? Ça prend un certain niveau d'énergie pour faire un sprint, puis après ça, c'est fini, mais un marathon, faut mieux les gérer au fil du temps. Avec la condition de la maladie de l'aidé, on embarque aussi dans une montagne russe d'émotions.
Hein? On embarque dans des différentes émotions qu'on peut ressentir, de la tristesse, on peut ressentir aussi de la colère, on peut ressentir de la peur, de l'anxiété, de la culpabilité. Il y a différentes émotions qu'on peut ressentir. On embarque dans les montagnes russes, on embarque dans ce manège-là sans l'avoir demandé. On ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir débarquer de là. Et souvent, on peut se sentir prisonnier de ce rôle d'aidant-là. On perd souvent le contrôle de différentes choses qui peuvent arriver. Donc, l'aidant, il a tendance souvent à mettre sa vie en veilleuse. Hein? On se dédie à s'occuper de l'autre. Fait que ça peut mettre en jeu notre santé mentale et notre santé physique. Et aussi, l'aider a des besoins, mais l'aidant aussi en a. L'aider a besoin d'être aidé, mais l'aidant aussi a besoin d'être aidé. Et c'est là où des fois, c'est très difficile d'aller chercher de l'aide ou d'accepter l'aide. Comme on dit souvent, c'est pour bien prendre soin de l'autre, il faut d'abord prendre soin de soi. Parce que si en tant qu'aidant, je ne prends pas soin de moi, je m'oublie, je ne réponds pas à mes besoins, à un moment donné, je vais tomber au combat. Puis si moi, je tombe malade, qui va s'occuper de l'aider? Hein? Alors, c'est pour ça que c'est important de prendre soin de soi. Puis faire un lien avec la conférence de Madeleine tantôt, souvent, ça peut devenir un A parce que c'est important et urgent, mais c'est sûr que le B, il faut l'avoir toujours en tête. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas le choix, il faut qu'on s'occupe de soi. Puis peut-être que vous êtes comme ça, dans votre agenda, première chose que vous tassez, s'il y a beaucoup de choses pour l'aider, c'est souvent les choses en lien avec vous, avec vos besoins à vous, genre les besoins de loisirs et tout ça. On va voir un peu les besoins tantôt. Donc, l'important, c'est que l'aidant accepte de répondre à ses besoins, puis de reconnaître aussi, c'est ça, qu'il y a des besoins, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, l'important, c'est de développer des moyens pour gérer ses énergies, de gérer son temps et aussi son implication. D'où les responsabilités aussi. Hein? Jusqu'à quel point je m'implique. Oui, il faut que je m'occupe de l'autre, mais des fois, l'implication peut être très grande au détriment de sa santé. Donc, on doit accepter de déléguer certaines tâches. L'idée, c'est pas de plus rien faire, mais d'accepter qu'il y a certaines tâches qui peuvent être faites par quelqu'un d'autre. Donc, c'est important là, de prendre conscience de ça. Et même si la personne qui est aidée n'est pas d'accord. Hein, souvent, des fois, on va dire, mon conjoint veut pas ou ma mère veut pas, mais il y a un moment donné où ça devient urgent et important de déléguer. Il y a aussi une nuance entre les responsabilités réelles de l'aidant et les responsabilités qu'on pense avoir aussi. Hein, des fois, on se sent responsable de tout. Il faudrait tout faire, tout soi-même, alors qu'être responsable, c'est s'assurer que les besoins de l'aider vont être répondus dans la mesure du possible. Parce que des fois, il y a le contexte aussi, là, on fait ce qu'on peut dans la vie, mais ça ne veut pas dire de faire tout soi-même. OK? Donc, c'est important de rejeter l'idée que pour être un bon aidant, il faut que ce soit moi, en parlant de vous, de chacun de vous, qui fassiez tout pour l'aider. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est que vous allez tomber KO là, assez rapidement. Okay? Donc, il faut choisir ses batailles. Alors, c'est là où les outils de Madeleine peuvent vous être très utiles aussi. Qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins et tout ça. Ça permet aussi de choisir ses batailles. Ça va? Donc, le contrat d'entente familiale et sociale, un outil qu'on utilise, nous, principalement, là, c'est parti de là, de notre formation sur la prévention de l'épuisement qui s'appelle Ressourcez-moi. Alors, pour prévenir l'épuisement, c'est ça, il faut que l'aidant s'occupe un petit peu plus de ses besoins à lui. Donc, comme il y a beaucoup de tâches, c'est un rôle à multitâche. C'est important là de regarder un petit peu qu'est-ce qui peut être fait par quelqu'un d'autre dans le rôle d'aidant. Donc, c'est d'utiliser ses forces internes, mais d'aller chercher aussi les forces externes. On va le voir tantôt, des fois, pourquoi les gens ne délèguent pas. Des fois, il y a certaines peurs, puis on peut se sentir un peu peut-être incompétent si on demande à quelqu'un d'autre. Mais justement, la force d'être capable de demander, c'est quelque chose qui est important. Et que ce soit, il y a les ressources internes, il y a les ressources externes, puis les ressources externes, c'est aussi
Oui, la famille, tout ça, il y a le côté informel, mais il y a aussi le côté formel, tout ce qui est organisme communautaire, tout ce qui est service public ou autre, qui des fois, on peut peut-être oublier un petit peu plus. Parce que des fois, on se centre beaucoup sur l'entourage très proche, puis il y a aussi la famille élargie. Fait que cet outil-là va vous permettre de dresser un peu un portrait de la situation. Il peut être utilisé de différentes façons. OK? Alors, il y a plusieurs parties. Il y a des parties qui vont convenir à certains aidants, puis il y a d'autres parties qui vont convenir à d'autres aidants ou tout ça. C'est un outil qui peut être adapté aussi. C'est fait un peu de façon là, générale. Ce qui est important aussi, c'est de miser sur l'autonomie de la personne qui est malade, sur l'aider. Parce que des fois, pour aller plus vite aussi ou tout ça, on a tendance à vouloir tout faire les choses soi-même. Mais c'est important aussi pour l'aider en fonction de sa condition de faire des choses aussi par lui-même. Puis tant que la personne aidée est capable de faire des choses, on n'est pas toujours obligé d'aller au-devant. Mais ça permet de garder certains acquis pour la personne puis d'avoir un sentiment aussi d'être utile. Fait que déléguer, des fois, c'est peut-être pas juste à l'entourage, ça peut être délégué aussi à l'aider. Oups. L'importance du contrat, bien, en fait, l'entente familiale et sociale, c'est comme un contrat, là. C'est rien de légal. C'est juste pour éviter des fois certains conflits. Donc, c'est peut-être petit, là, mais c'est pas si pire, peut-être dans cette diapo-là. Ça permet de planifier et clarifier les motivations de chacun à vouloir cohabiter parce qu'il y a une section cohabitation. OK? Mais il n'est pas uniquement pour ça. Ça permet d'identifier les besoins et d'y trouver des solutions. Ça permet de clarifier l'aspect financier qui, des fois, peut causer aussi beaucoup de conflits. Permet d'impliquer la famille élargie, l'entourage, au mieux-être de l'aider. Puis ça permet d'éviter le désengagement de la famille aussi. Quand quelqu'un s'est engagé à faire des choses, à vous aider, ben c'est plus concret. OK? Puis ça permet de clarifier les responsabilités là, de chacun. Alors, il y a différentes sections. C'est une partie de la section 1. Vous voyez, là, c'est la façon dont c'est fait. Vous avez la description des tâches, puis il y a des catégories. OK? Fait que, par exemple, la santé, le soutien à l'autonomie, on va le voir dans les pages suivantes, soins d'hygiène, vie domestique, soutien émotif, gestion des ressources et des services, gestion courante des affaires courantes et tout ça. Donc, c'est assez complet. Il y a plusieurs catégories et dans ça, il y a des choses un petit peu plus précises, comme par exemple dans santé, soins particuliers. S'il y a des pansements à faire, la prise de médicaments, hein, la gestion des médicaments, tout ça. Fait que vous avez différents exemples. Vous pouvez, c'est peut-être pas tout qui a été pensé, mais il y a pas mal d'affaires qui ont été pensées, puis vous pouvez l'adapter en fonction de votre situation à vous. Et là, dans l'autre partie, dans la partie de droite, vous avez les responsabilités. Elles sont assumées par qui? Qui fait quoi? Et là, vous avez la personne aidée elle-même. Il y a des choses qu'elle peut faire. Hein? Il y a des fois qu'elle est capable de s'habiller, qu'elle est capable de faire son déjeuner, mais il y a des fois des petites choses qui sont un petit peu plus difficiles. OK? Fait que ce que la personne est capable de faire, on le coche. OK? Puis, on lui laisse faire les choses qu'elle peut. Ensuite, il y a l'aidant principal. Des fois, il y a plusieurs aidants, mais il y en a souvent un principal qui prend un peu la prise en charge. Alors, qu'est-ce que l'aidant a comme responsabilité? OK? Fait que si, par exemple, l'aidé a des problèmes cognitifs, ben ça risque d'être plus l'aidant qui va gérer la prise de médication. OK? Mais ça peut être dans certaines situations, ça pourrait être le CLSC ou tout ça, là, tout dépendant. Ou si l'aidé, là, on parle à domicile, mais ça peut être fait aussi quand l'aidé est en institution, que ce soit CHSLD, en résidence avec des soins et tout ça. Fait que ça peut être la ressource là, qui va s'occuper de ça. Ensuite, les autres personnes, la famille, les amis, cousins, cousines, hein, ça peut être ça. Les ressources communautaires, hein, il existe des organismes là, qui peuvent aider pour différentes choses. Par exemple, le CAB qui fait du transport médical.
Hein? Alors ça, on peut faire avec dans la section transport, ben ça pourrait être parfois l'aidant, parfois un membre de la famille, mais parfois aussi peut-être le câble pour toutes sortes de raisons. OK? Fait il y a différentes choses qui peuvent être faites par des ressources communautaires. Il y a évidemment le réseau de la santé. Hein, il y a des services qui sont offerts. Des fois, c'est long. Des fois, il faut attendre. Mais tant qu'on n'est pas sur la liste d'attente, ben, c'est sûr qu'ils ne viendront pas nous chercher chez nous. Donc, l'idée, c'est justement de regarder qu'est-ce qui peut être fait par le CLSC, tout ça, puis de voir si on a besoin ben, de faire la demande, par exemple, au maintien à domicile. Puis ensuite, il y a toutes les ressources au privé. Presque tout est possible. Il y a un coût par rapport à ça, mais quand même, ça existe. Puis des fois, quand on a besoin de temps en temps, ben, on peut faire appel à ces ressources-là. Ça va? Donc, oups. Fait que là, j'avais mis comme une copie, tu sais, une capture d'écran là de chaque section. Fait que, si vous aviez, par exemple, la vie domestique, ça, c'était à l'autre. C'est ça. Vous pouvez regarder pour chacun des catégories, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que les défaits, puis qu'est-ce que les autres peuvent faire aussi. Fait que ça peut vous amener à juste voir toute l'ampleur de la tâche que vous avez. Parce que des fois, les aidants disent « Oh, j'en fais pas tant que ça. OK, qu'est-ce que vous faites? » Ben là, je fais ci, je fais ça, je fais le lavage, je l'aide pour le repas, je l'aide à l'habillage, je vais le reconduire au centre de jour, je fais telle chose, telle chose. Tu sais, à un moment donné, ça en fait beaucoup. En plus, je gère les comptes de banque, les comptes à payer et tout. Fait que des fois, justement, de le voir concrètement sur papier, ben ça nous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble puis de voir qu'on en fait quand même beaucoup. Donc, on peut peut-être demander un peu, du moins de temps en temps. Ça va? Le côté financier. C'est pas toujours évident, les finances. Hein? On n'aime pas toujours ça, parler d'argent. Mais justement, quand on veut éviter les conflits, les non-dits, c'est différentes choses qui sont pas claires, ben ça peut nous aider justement de mettre sur papier quand il y a des choses à payer, qui paye. Des fois, ça peut sembler évident, mais des fois, c'est pas toujours évident. C'est sûr que quand il y a une cohabitation, c'est encore plus important parce que là, il y a-tu un loyer à payer, puis c'est combien? Surtout quand il y a d'autres membres de la famille, des fois, ça peut créer des conflits. Donc, de mettre ça au clair avec la personne qu'on aide quand c'est possible, et de vraiment essayer, tu sais, dans le fond, cette entente-là, et pour essayer de penser à plein de choses pour éviter justement des différends ou des conflits. OK? Fait que le loyer, l'hébergement, c'est qui paye? Le téléphone, est-ce que ma mère qui habite chez nous, est-ce qu'elle paye une partie ou elle n'en paye pas? Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, là, ça dépend là, de chacun. OK? Ça peut être aussi la personne est en CHSLD, puis elle a vraiment pas beaucoup de sous. Fait que là, les enfants se mettent ensemble pour moi, je vais payer le téléphone, l'autre va payer le câble, ou bon, peu importe. Moi, je vais payer soins de pied. Fait que, tu sais, ça peut être ça aussi. Comme je vous dis, là, c'est pas juste pour un aidant qui prend soin de son proche à domicile. Ensuite, il y a la partie cohabitation. Alors, ça, c'est ça. Pour mettre des choses au clair, quand on cohabite, des fois, il y a des aspects, oui, il y a des avantages et il y a des désavantages à la cohabitation, tout dépendant de la relation qu'on a avec la personne et de la condition, puis notre environnement aussi, comment il est. Si la personne n'est pas capable de marcher, puis c'est tout dépalier partout, c'est pas toujours nécessairement la bonne chose. Donc, dans cette partie-là, vous voyez un peu c'est pour qui, c'est pourquoi. Hein? Les avantages de la cohabitation pour l'aidant et pour l'aider. Autant des fois, c'est plus facile quand l'aidant est sur place pour certains aspects, autant c'est plus difficile parce que ça joue des tours, puis l'aidant a moins de temps, moins de répit, puis est comme un petit peu plus pris dans la situation parfois, tout dépendant. OK? Mais il peut avoir quand même des avantages. Avantages et désavantages. Avec les désavantages, la même chose pour l'aider et aussi pour la famille qui héberge. C'est pas toujours évident.
quand on est, mettons, en couple ou en famille et qu'il y a un autre membre de la famille aussi qui vient. Donc, ça peut faire des accrochages et tout. Fait que dans ce document-là, ben, ça vous dit un petit peu ça, sur quoi faire attention et tout ça, quoi discuter pour, encore là, mettre toutes les chances de de votre côté pour que ça se passe le mieux possible. Et comment se préparer, tout ça. Fait qu'il y a plusieurs détails là, dans le contrat. Est-ce que ça va? Je ne vais pas dans le détail parce que vous avez l'information, là, mais. Fait que dans la section de cohabitation, ben, il y a des informations supplémentaires. Donc, c'est quoi les espaces réservés à l'aider? Ça peut sembler particulier, mais il y a des fois où chacun a besoin aussi d'intimité. Donc, des fois, c'est important aussi de penser à ça. OK? Fait qu'il peut y avoir des espaces qui sont réservés à la famille. C'est comme la grand-maman qui est malade, ben, ne pas aller dans la chambre des enfants ou les ados. Ils n'aiment pas tellement ça. Fait que ça peut être, on va pas dans cette pièce-là. Puis déjà planifier quand il y a des activités, des choses comme ça. L'autre partie, c'est par rapport au répit. OK, alors c'est important de prendre soin de soi pour les dents, donc c'est important d'avoir du répit, d'avoir des pauses. Donc, que ce soit des pauses à la maison ou que ce soit des pauses que l'aidé va aussi à l'extérieur. Donc, il existe plusieurs sortes de répit. Il y a du répit régional, donc par exemple avec une entreprise d'économie sociale ou encore la Société Alzheimer, il y a une préposée qui va à la maison, un 4 ou un 8 heures semaine, ça existe. Il y a du répit dépannage en CHSLD. Bon, avec la pandémie, ça a été coupé. Il y a la maison Gilles Carle à Boucherville qui offre du répit. C'est minimum 2 jours, maximum 14 jours pour les séjours. Il y a le baluchon Alzheimer aussi, qui est une baluchonneuse qui va à la maison pour un minimum de 4 jours ou un maximum de 14 jours. Ça, cette ressource-là, il faut absolument passer par le CLSC pour y avoir droit. Sinon, ben, il peut y avoir du répit ponctuel qui peut être fait là, par des entreprises privées ou encore des entreprises d'économie sociale ou encore des coops, comme la coop Aide Rive-Sud, par exemple. Alors, il y a du répit qui peut être offert aussi par la famille. Ma sœur qui vient chez moi pour prendre soin de ma maman ou encore ma petite fille qui va venir pour aider aussi, ça peut être ça. Mais il y a des ressources plus formelles qui existent pour ça. Ça, c'est important parce que prendre soin de quelqu'un 24/7, 365 jours par année, c'est humainement impossible. Et surtout en fonction de la condition et de la maladie de l'aider, il y a un moment donné où on n'en peut plus. Donc, c'est important de prévoir des répits sans se sentir coupable de ça parce que, comme je disais tantôt, pour continuer à faire votre rôle d'aidant auprès de votre proche, ben, il faut que vous soyez aussi en santé. Un aidant épuisé n'est pas un aidant qui peut bien fonctionner. Fait que l'idée, c'est ça, c'est d'aller chercher un petit peu de répit. Donc, on peut déléguer à ce moment-là des petites périodes à un organisme ou à la famille. Ça va pour ça? Je suis obligée de voir, je vois pas assez de... Ça n'a pas changé. Fait que dans le contrat, ben vous avez, c'est ça, tu sais, j'ai besoin de répit, combien j'en veux, tu sais, de déjà déterminer, ben moi j'aurais besoin, mettons, de 2 semaines de vacances par année, puis peut-être un petit séjour ou une semaine par année, puis 2, 3 petites fins de semaine. Fait qu'on le détermine d'avance, puis on regarde avec l'entourage s'il y a des gens qui sont prêts à venir aider. Je sais qu'il y en a parmi vous, comme bien d'autres, que le réseau des fois est vraiment plus restreint, mais à ce moment-là, on va vers des ressources externes. Ensuite, vous avez la section plus information supplémentaire où là, ben, y a-t-il un mandat de protection, un mandat en cas d'inaptitude? Si oui, ben, qui sont les mandataires? Tu sais, des fois, c'est bon que la famille le sache. Est-ce qu'il y a un testament ou pas? Fait que ça, c'était, on l'avait mis là-dedans. Ensuite, d'autres particularités là, qui pourraient être en fonction de la situation. Et ensuite, il y a la partie signature.
Hein, on dit un contrat ou une entente. On demande aux gens là, de signer l'entente. Donc, évidemment, la date, tout ça. Alors, la personne aidée, c'est en mesure de signer ou de comprendre ce qui se passe. C'est important de les inclure dans tout ça. Même si la personne est malade, elle a quand même des droits, puis tout ça. Fait que si on l'inclut dans ça, elle peut décider des choses aussi. Évidemment, l'aidant principal, les autres aidants. Si c'est une cohabitation, la famille, toute la famille là, qui cohabite et tout ça. Donc, ça permet de clarifier les choses, puis de pouvoir éviter, quand c'est possible, peut-être des accrochages ou des choses comme ça. Malgré le contrat, ça se peut que rien n'est parfait, mais au moins, ça vous donne un outil. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en voyant ça, ça vous dit que vous avez le droit de prendre du répit et aussi de regarder toutes les tâches aussi des fois que vous faites. Quand vous avez l'impression que vous en faites pas assez, là, vous pourriez peut-être faire l'inventaire de ce que vous faites. Alors ça peut vous aider, vous motiver pour vous donner le droit aussi d'avoir des petites pauses. Ça va pour ça? As-tu qu'il y aurait des questions sur le contrat? Non, c'est très complet. Hein? Vous touchez à toutes les facettes. C'est très complet, je trouve. Oui. C'est ça, on s'est servi de documents qui existaient déjà, qui avaient été faits là, par des C3S ou des choses. Oui? On est porté à attendre trop. Comme moi présentement, mon épouse, dans l'état qu'elle est, elle ne peut plus. Il faut que je passe par un avocat, puis la cour, puis tout. Parce que antérieurement, elle m'avait dit qu'elle aurait aimé ça, avoir l'aide médicale à mourir, mais là, elle ne peut plus la demander. Même à ça, la loi n'est pas encore passée pour l'aide médicale à mourir. On ne peut pas la demander d'avance si on n'a pas, je ne sais pas votre femme quelle maladie elle a, mais s'il y a des troubles cognitifs, il faut que la personne soit en mesure de décider jusqu'à la dernière minute. Et ça ne peut plus présentement. C'est ça. Fait que même l'aide médicale, c'est ce qu'on parle, là, il y a des débats là-dessus pour que les personnes puissent choisir avant, quand ils ont toute leur tête, dire moi, si je me rends comme ça, j'aimerais mieux que avoir le soin là, de l'aide médicale à mourir. Mais pour l'instant, c'est pas encore effectif. Puis pour le mandat d'inaptitude, c'est sûr, c'est un document qui est important. Hein, ça permet de choisir qui va prendre soin de moi. Hein, de choisir les personnes en qui j'ai confiance. C'est pas toujours nécessairement le plus vieux de la famille, tout ça. Là, des fois, c'est ça. Fait que ce papier-là permet de décider est-ce qu'il va avoir juste un mandataire ou deux mandataires, par exemple, un qui s'occupe des biens, puis l'autre des soins à la personne. Puis après ça, quand la personne devient inapte, et si elle devient inapte, à un moment donné, on fait homologuer le mandat. Mais au moins, le papier est fait. Parce que dès que la personne n'est plus en mesure de comprendre ce qu'il y a sur le papier, elle ne pourra pas faire de mandat d'inaptitude. Et ça, il n'y a pas d'âge. Puis malheureusement, souvent, les gens ils attendent que la maladie arrive ou tout ça. Mais normalement, même à 20 ans, on pourrait faire un mandat de protection. Justement, on ne sait pas, on sort de chez nous, on se fait frapper par un auto puis on devient inapte. On fait un ACV ou un anévrisme en sortant de chez soi. Fait qu'on sait jamais, c'est pas toujours des maladies qui vont dégénérer. Hein? Des fois, c'est très soudain. Et oui, moi, je vous encourage à pas attendre. Ça peut se faire sans notaire. C'est sûr que le notaire est il y a la copie originale, elle est enregistrée. Donc, qu'il se passe n'importe quoi, il y a toujours une copie. Plus difficile à contester aussi, parce que si on le fait là, soi-même avec des témoins, par exemple, puis que la copie originale, elle est perdue, le papier il est plus valide. Même si j'ai une photocopie là, qui est super belle là, comme photocopie, là, ça vaut rien. C'est pour ça que c'est important, autant pour vous que l'autre personne, de pouvoir faire le papier pour vous protéger. Une affaire qui est importante aussi, les procurations. Oui, donc, moi, je suis chanceux que j'avais donné une procuration à ma fille, plus seulement qu'une fille, moi, pour moi, puis ma femme aussi, j'avais donné. Présentement, c'est ma fille qui s'occupe de toutes les affaires. Ça m'aide beaucoup comme elle est placée présentement, puis le bail de la location, c'est ma fille qui a signé le papier. Je n'ai pas eu besoin de me déplacer, rien.
Ben, c'est ça. Quand il peut y avoir une procuration, par exemple, générale qui peut être faite, ben ça peut faciliter les choses. Puis ça, ben, c'est encore là, c'est de choisir quelqu'un en qui on a confiance là, pour ça. Puis la procuration, elle est valide quand la personne, elle est apte. Fait qu'un coup que la personne, elle est inapte, ben là, ça prend l'homologation du mandat. Et dans l'homologation, il y a une procuration, mais qui est vraiment en fonction là, de ce que le mandataire peut faire, là. Ben, tout à fait. Se protéger, y penser d'avance aussi, ça évite les inquiétudes, ça évite beaucoup de peut-être de problèmes, là. Tout à fait. Ne pas attendre trop longtemps. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce que ça va pour ça? Oui, pardon. Vous avez parlé d'un centre de soutien entre aidants. Est-ce que Pignon-sur-Rue? Le centre de soutien entre aidants? Oui, entre aidants, oui. Oui. Nous, on est c'est vrai, j'ai oublié de dire la ville. Je m'excuse. Nous, on n'est pas sur le territoire de Boucherville. On est situé à Saint-Hubert. Donc, nous, c'est le CI3S de Montérégie Centre. Donc, nous, notre secteur, c'est Brossard, Saint-Lambert, Greenfield Park, Saint-Hubert et Le Moine dans l'arrondissement Vieux-Longueuil. Mais on ne fonctionne pas avec des codes postaux comme le CLSC. Fait qu'on a des gens là, qui habitent à Carignan, qui habitent à Montréal ou à Varennes, à Boucherville aussi, là, on a des aidants. Donc, les gens peuvent avoir nos services aussi. C'est sûr qu'il y a certains services, comme je vais vous parler tantôt, comme par exemple la surveillance sécuritaire qu'on offre aux gens. Là, c'est vraiment sur notre secteur à nous. On va jusqu'à Longueuil, là, parce qu'on est Le Moine, là. Puis Saint-Hubert, c'est la ville de Longueuil. Mais il y a sinon, tous nos services, nos formations, notre service d'intervention et tout ça, c'est offert à tout le monde. Qui sont proches aidants, évidemment, d'un proche âgé. Alors, on a parlé de déléguer tout ça. Donc, quand on veut déléguer des tâches, on va regarder ce qu'on peut déléguer. Ben, ça veut dire oser demander du soutien. Parce que souvent, l'aide n'est pas offerte automatiquement par l'entourage et il y a un moment donné, ben, si on a besoin, il faut demander. Donc, il peut y avoir certaines peurs aussi de demander. Ça peut être la peur que la personne refuse. J'oserais pas demander à ma belle-sœur parce que j'ai peur qu'elle me dise non. De toute façon, elle m'a déjà dit non une fois, c'est sûr qu'elle va me dire non tout le temps. Tu sais, des fois, on peut partir avec cette fausse croyance-là. On a peur d'être jugé. Mais voyons donc, elle demande de l'aide pour prendre soin de son mari. Elle n'est pas capable de le faire. Et des fois, c'est ça. Nous-mêmes, on se juge par rapport à ça. De paraître exigeant. On peut se sentir égoïste aussi. Si j'ai besoin de quelqu'un pour venir à la maison pendant que je vais aller, par exemple, manger au restaurant avec une amie, ça va me faire du bien, ça va me ressourcer, ben je vais avoir peur de demander, je vais avoir peur qu'on pense que je suis égoïste. On peut se sentir faible, incompétent, on peut avoir peur de déranger, on peut avoir peur d'être redevable. Hey, j'en ai déjà assez à faire, s'il faut que je redonne le service, ça peut empêcher là, de demander. Et aussi, tantôt Madeleine en parlait, peur de que ce soit pas fait comme moi je le fais. Tu sais, moi je fais attention, puis là je le connais mon mari, je la connais ma mère, je sais, il y a juste moi qui peut aider comme faut. Donc ça, on va avoir peur de demander parce que la personne fera pas comme nous. Ça se peut qu'elle fasse pas comme nous, mais l'important c'est que ça soit fait. Alors ce petit bout-là, pardon. Des fois on l'oublie. OK? Alors, faire attention à la croyance que ça sert à rien de demander, qu'on doit s'organiser tout seul parce qu'à un moment donné, on n'y arrive pas. Alors, c'est de se demander aussi, c'est-tu moi qui résiste à demander de l'aide ou c'est le réseau qui n'est pas capable de m'en offrir ou c'est mon entourage qui ne peut pas m'en fournir? Mais accepter de demander de l'aide, c'est d'abord admettre que j'en ai besoin. Fait que tant que vous ne reconnaîtrez pas vos besoins, ben, vous n'irez pas nécessairement demander de l'aide. Parce que pour vous, ça ne sera pas important. Puis l'idée, c'est que ça ne devienne pas urgent. Alors, oser demander de l'aide, c'est définir son besoin de soutien. Dire « j'ai besoin d'aide ». Ben, c'est comme un peu trop général.
Oui, mais quel type d'aide que tu as besoin, tu sais? Dire, ben là, je suis épuisée, puis là, j'aurais besoin là qu'on donne des soins à mon aidé. Ben, c'est un petit peu trop général. Qu'est-ce qu'on a besoin? Quelle tâche? Hein? Alors, des fois, il faut aller définir. Puis c'est pas toujours facile de définir son besoin. C'est comme si je vous demandais de quoi vous avez besoin. Des fois, on voit un point d'interrogation dans les yeux des gens parce que souvent, on se le demande même pas. « Hey, moi, là, qu'est-ce que j'ai besoin? » Alors, il y a des façons là, de s'aider là, pour justement bien répondre à ses besoins. Donc, il faut être capable de bien le définir. Hein? C'est-tu un fardeau qui est d'ordre physique ou c'est plus émotionnel? Hein? Si une madame elle est en désarroi parce que son mari est atteint de la maladie de Parkinson, elle aurait besoin d'en parler puis de ventiler, ben ça va être un besoin qui est plus d'ordre émotionnel. Si elle a besoin de quelqu'un pour le transport ou tout ça, ben ça va être ou quelqu'un qui va venir aider son mari pour l'habillage ou l'aide au bain, ben à ce moment-là, ça va être un besoin un petit peu plus matériel. Fait qu'il y a une liste de différents besoins qui existent. Alors, vous avez les besoins matériels ou instrumentaux, qui sont par exemple le répit, les tâches ménagères, différentes choses là, qui peuvent être faites. Ensuite, vous avez le soutien émotionnel. Donc, le réconfort moral, d'être capable de se sentir compris, tout ça, d'être capable de se confier à quelqu'un. Informel, des fois, on a besoin de l'information. Surtout, des fois, il y a des maladies qui ont, tu sais, il faut interagir d'une certaine façon, il faut changer notre mode de communication et tout ça. Fait que si on va chercher de l'information par rapport à ça, ça va nous aider à mieux interagir avec la personne. Donc, avoir moins des fois des comportements qui sont plus difficiles. Donc, ça soulage aussi l'aidant. Et aussi, faut pas l'oublier, quelque chose qui est important. Hein, pendant la pandémie, on a vu des fois que on pensait pas que c'était assez important que ça, des fois, de juste aller jouer au quilles ou d'aller prendre un café avec une amie. Ben, c'est ça, tout ce qui est lié aux activités sociales, c'est important aussi. Hein? Les activités de loisirs, les rencontres entre amis, ça nous permet d'échanger, c'est des liens, c'est du réconfort aussi. On rit, on a du fun. C'est super important dans la gestion du stress, de l'anxiété, tout ce qui vient dans la vie de tous les jours, mais particulièrement aussi avec le rôle d'aidant. Oui, vous me direz pour le temps, hein? Moi, je suis comme partie pour... fait que je vais essayer de faire ça un petit peu plus court. Donc, c'est ça. Fait que c'est important de bien définir c'est quoi son besoin de soutien et ensuite d'aller demander. Fait que les ressources disponibles, il y en a beaucoup. On a notre carnet de ressources. Ceux qui sont sur place, je vous ai amené des copies papier. Pour ceux qui sont en virtuel, vous avez eu le format PDF. Tout ça est disponible sur notre site Internet. Donc, vous pouvez y avoir accès. Fait qu'il existe plein de ressources. Quand, par exemple, la famille ne peut pas aider pour certaines choses ou l'entourage, ben, il y a des ressources externes qui existent. Alors, les principales caractéristiques d'une demande. D'abord, elle doit être claire, cette demande-là. Hein? Donc, j'ai besoin de quoi, quand, comment. Hein? Si je suis pas claire, ben je risque d'avoir un refus. Reconnaître la validité de la demande. Si je suis pas convaincue que j'ai des raisons de faire la demande, ben ma demande va peut-être être un petit peu moins, des fois, ça peut être un peu perdu d'avance parce que je serai pas capable de demander vraiment clairement et aussi donner des arguments s'il y a lieu. Elle doit être réaliste, donc possible en temps, en coût et tout ça, en fonction des moyens. Elle doit aussi être stratégique, donc choisir le bon moment à qui on demande, avec la personne à qui on demande, bien définir ses besoins, choisir la bonne personne. Hein? Moi, si j'ai besoin d'une oreille attentive parce que je vis des choses, j'aurais besoin de parler puis tout ça, ben ça se peut que mon beau-frère, qui gère pas bien les émotions, voir quelqu'un pleurer, trouve ça dur, ça se peut qu'il me dise non. Mais si je lui demande de venir couper le gazon, là, ça se peut que ça soit l'homme de la situation. Hein? Puis souvent, quand on a des refus, c'est que des fois,
c'est ça, on n'a peut-être pas demandé à la bonne personne. Je voudrais absolument que ce soit cette personne-là qui m'aide, mais cette personne-là n'a peut-être pas les compétences ou la disponibilité, bon, peu importe, pour le faire. Donc, ça, c'est une stratégie. Parler au jeu, hein, dire j'aurais besoin d'aide parce que ça me permettrait de faire telle chose et tout. Se servir de l'humour. Hein? Des fois, le rire, ça dédramatise et ça apaise un peu. Des fois, demander la complicité d'une autre personne. Hein? Ça peut être quelqu'un de notre entourage. On voudrait que notre conjoint, par exemple, accepte tel soin. Il s'entend bien avec son petit-fils, puis quand son petit-fils propose des choses ou dit quelque chose, ben, il est toujours partant. Fait que peut-être qu'on pourrait voir avec le petit-fils si lui peut être un allié pour nous. Avec le réseau formel, on est plus affirmatif, mais avec le réseau informel, c'est-à-dire l'entourage et tout ça, ben, on fait preuve d'un petit peu plus de souplesse et aussi d'empathie là, envers la personne. Fait que malgré toutes ces bonnes choses-là, j'avais oublié respectueuse, malgré toutes ces bonnes choses-là, ça se peut que la personne dise non. Donc, l'idée, c'est d'avoir aussi des plans B. Puis C, puis D, puis E, parce que dans l'alphabet, il y a 26 lettres. Donc, on peut avoir différents plans. Fait que ça va éviter des frustrations aussi. Ah, j'aimerais ça que ce soit telle personne ou tel organisme. C'est pas possible. Qui d'autre? Ça va aider à la gestion du stress et à l'anxiété aussi. L'appui est un organisme. Là, il y a un site Internet où vous pouvez trouver des ressources en fonction de votre secteur. Hein? Il y a aussi de la documentation. Il y a beaucoup de choses. C'est un site intéressant là, pour les aidants. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter d'autre? C'est ça. C'est important de se rappeler que c'est pas possible de prendre soin de son proche tout seul à très long terme, tout dépendant de la condition de la maladie. C'est commencer à prendre soin de son proche à 60 ans. Rendu à 70 ans, là, ça fait déjà 10 ans qu'on prend soin de la personne. On est un petit peu plus épuisé, on a un petit peu moins d'énergie. Il ne faut pas oublier la notion du vieillissement aussi, qu'on a moins d'énergie à 70 qu'on avait à 25 aussi. Puis quand on prend soin de... Oui. C'est ça. Fait que, tu sais, plus on prend de l'âge, plus notre niveau d'énergie va baisser. Puis malheureusement, avec des maladies dégénératives, ben plus ça évolue, plus il y a de la demande, tu sais. Alors, plus on aurait besoin d'énergie pour en prendre soin. Donc, de garder ça en tête. Donc, c'est important de diviser les rôles et les responsabilités, de pas prendre tout sur son dos, d'accepter que les choses soient pas toujours faites comme on voudrait qu'elles soient faites. Il n'y a rien de parfait, mais l'important, c'est ça faut qu'elles soient faites. Et aussi, le lâcher-prise est quelque chose là, d'important aussi dans tout ça. Pour revenir avec Madeleine, ben, des fois, c'est pas important. Il n'y a pas de sécurité qui est en jeu. Ben, même si le chandail ne fit pas avec les pantalons, des fois, c'est pas grave. Hein? Mais il y a des fois, on va passer du temps là-dessus à convaincre la personne de changer. Donc, fait que vaut mieux prévenir que guérir. Donc, de ne pas attendre avant d'aller chercher de l'aide. D'y aller des fois avec des choses un petit peu plus simples pour vous, mais de garder en tête là, que c'est important. Donc, il y a des stratégies qui existent, les groupes de peu importe les organismes, là, des groupes de soutien mensuel, des formations et tout ça, c'est fait pour vous outiller. Ça brise l'isolement aussi. On sent qu'on n'est pas tout seul à vivre ce qu'on vit. Donc, c'est vraiment là, quelque chose là, qui peut être très important. Oui. Oups, là, il ne veut pas reculer un instant, ce sera pas long. C'est le site de l'appui. Oui, c'est ça. Avec la roulette, vous auriez pu... c'est vrai. Il y a le numéro de téléphone où vous pouvez appeler, là. Vous pouvez appeler aussi là la ligne info aidant, mais ça se peut aussi, tu sais, comme nous, on offre de l'écoute, du soutien et tout ça, mais notre plage horaire est du lundi au vendredi de 9h à 16h. Donc, ça couvre pas une grande plage horaire, tandis que l'appui, il couvre un peu plus une plus grande plage horaire. Je me souviens pas des heures. Là. Je sais pas si vous autres vous en souvenez, Benoît ou José. C'est ça. Je pense qu'il y a du 7 jours, mais je me souviens pas des heures. Fait que ça peut être un endroit aussi
ou appeler. Il y a d'autres ressources aussi. Là, dans notre bottin de ressources, il y a différentes ressources. Juste pour le carnet de ressources, vous avez dans ça, c'est sûr que quand c'est le numéro de CLSC, c'est celui de notre territoire. Mais ce qui est entreprise privée ou des services publics, les entreprises privées vont aller aussi sur votre territoire. C'était pour vous donner une idée de ce qui existe. C'est sûr que c'est pas exhaustif parce que nous, on fournit l'hôpital Charlemagne, le CLSC, les organismes communautaires qui veulent notre carnet. Donc, on fait charger les compagnies privées pour être dedans. Fait que des fois, il y en a qui ont des grosses annonces parce qu'ils ont payé plus cher, mais ça veut pas dire que c'est le meilleur service non plus, là. Je veux dire, puis nous, on n'est pas responsable des services qui sont donnés. Par contre, si on a des plaintes, on appelle la personne, puis il y a des personnes qui ne sont plus dans le bottin parce qu'on n'était pas satisfait de ça, là. Mais c'est ça. Fait que ça vous donne une idée, puis comme je dis, c'est pas exhaustif, il existe d'autres choses parce que pas toutes les compagnies qui veulent faire de la publicité dans ça, mais ça vous permet là, de voir. Puis chaque situation est unique. Fait que pas parce que la voisine, ça lui a coûté cher pour une affaire que vous, ça coûterait nécessairement cher parce que ça dépend du besoin de chacun. C'est bon? J'ai beaucoup dépassé. Je sais pas s'il y avait des questions. Non, ça va? Merci beaucoup, c'est très clair. Tout le monde. J'aimerais quand même avoir, parce que non, je ne l'ai pas, le carnet de ressources, c'est en format PDF, donc vous me l'envoyez pour que je puisse. Je pensais que je vous l'avais envoyé. Non, vous m'aviez dit que vous en apportiez, mais pour les gens sur place, mais pour ceux qui sont en Zoom, éventuellement de l'avoir en format oui, c'est PDF. ça. J'avais dans la tête de le mettre dedans en format PDF. Là, je m'excuse si j'ai. Il n'y a pas de problème. J'ai passé à côté. C'est bon. Merci tout le monde d'avoir été là, d'avoir participé. Merci. Merci. Pour terminer rapidement, vous avez un autre document que je vous ai envoyé qui est les fiches pratiques à l'attention du proche aidant. En fait, je vais passer très, très rapidement. Vous prendrez le temps de regarder l'information qui est dedans. C'est de l'information là, qui va vous permettre de vous suivre là, tout au long du parcours. Moi, je suis plus dans la caméra, hein, c'est ça. Donc, je vais me placer pour que les gens me voient. Donc, c'est ça, c'est remplir tout au long du parcours. Vous avez différents thèmes. Certains sont un petit peu plus élaborés que d'autres, entre autres la fiche santé. Mais vous avez la fiche renseignements généraux, d'abord pour votre proche, hein, pour vraiment décrire toute son pedigree, si on pourrait dire, avec les numéros de téléphone, les courriels et tout ça, numéro d'assurance maladie. Vous avez aussi une fiche pour un bottin de ressources. Donc, entre autres, si le numéro de l'appui, vous voulez le mettre dans ce carnet-là, vous pouvez le faire. Il y a toute la fiche santé qui est vraiment très détaillée au niveau des conseils pratiques pour préparer les rendez-vous médicaux, pour les hospitalisations et tout ça. Donc, c'est assez complet. Et la fiche numéro 5, c'est la fiche sur les activités de la vie quotidienne. Donc, tout ce qu'on fait là, dans le quotidien, là, se lever, manger, s'habiller, aller à la toilette, tout ce qu'on fait là, dans une journée. Vous pouvez décrire, faire un horaire aussi pour une journée complète. Et vous avez la fiche numéro 6 qui est la fiche descriptive outil profil personne ayant une maladie cognitive. Donc, si jamais votre proche fait de l'errance et qui est parti hors de la maison, donc vous pouvez, avec cette fiche-là, la donner au policier pour qu'il retrouve plus rapidement. Puis, je vous suggère de joindre aussi à cette fiche-là une photo récente de votre proche. Comme ça va vous éviter là, d'avoir à être trop paniqué là, si votre proche s'en va en errance. Donc, vous allez avoir des stratégies pour vous permettre de mieux gérer là, votre quotidien. Donc, vous prendrez le temps de regarder. Je ne vais pas plus loin que ça puisque le temps il est déjà presque rendu 9 heures. Donc, je vais en profiter pour remercier d'abord d'avoir assisté à la conférence, que ce soit ici en présentiel ou en format Zoom. Donc, merci d'avoir été là jusqu'à la toute fin. Merci à nos deux conférencières de s'être prêtées au jeu, de venir aujourd'hui pour nous présenter des outils qui sont très concrets là, pour la gestion du temps et les ressources aussi que vous avez. Je voudrais remercier Megamix qui nous permet aussi d'avoir de la sonorisation, d'avoir aussi tout ce qui est multimédia. Et puis, à la Ville de Boucherville aussi, qui nous prête gratuitement les locaux ici là, au Centre multifonctionnel Francine Gadebois.
là-dessus. Je vous souhaite une excellente fin de soirée en espérant que vous avez bien apprécié la conférence d'aujourd'hui. Merci beaucoup.